Selon les dernières données du Haut Commissariat aux réfugiés, plus de 82 millions de personnes dans le monde ont été forcées à fuir leur foyer. On compte parmi elles presque un peu plus de 26 millions de réfugiés, dont 2,6 millions de réfugiés de l'Afghanistan, dont on parle plus récemment aux nouvelles. Moins de 1% des plus de 20 millions de réfugiés relevant du mandat du HCR à travers le monde bénéficient d'une réinstallation dans un pays tiers. Que la France a repris aussi des engagements importants en matière de réinstallation, puisque nous avons pu accueillir 10 000 personnes entre 2018 et 2019, 7 000 Syriens, 3 000 subsahariens, et qu'un nouvel engagement a été pris par Emmanuel Macron sur 2020-2021, et il est malheureusement évident avec la crise sanitaire que nous n'avons pas pu atteindre les objectifs de réinstallation, mais nous avons bien l'intention de rattraper notre retard en 2022. Alors, la France se caractérise, la très, très, très grande majorité d'entre vous le savent, par sa centralisation. Donc, j'ai souhaité proposer au gouvernement une nouvelle approche fondée sur l'importance des territoires dans la réussite des politiques d'intégration. On ne peut plus, dans une société de plus en plus horizontale et transversale, vouloir régir depuis Paris, depuis la capitale, des politiques publiques qui sont des politiques fondées sur les besoins des personnes. Et ces besoins, ils sont ancrés dans des territoires. Donc, j'ai souhaité mettre en place des politiques territoriales avec la proposition de contrats territoire d'accueil et d'intégration pour les réfugiés. Ils sont aujourd'hui, ces contrats, autour de, enfin, plus précisément 19 des plus grandes villes de France ou des métropoles se sont engagées dans cette contractualisation à partir d'un diagnostic territorial qui fait un état des lieux. Et à partir de cela, sur la base des 7 axes principaux de la stratégie nationale, les acteurs locaux choisissent des axes de travail propres à chaque territoire. Ça peut être l'apprentissage du français, ça peut être l'accès à la santé, ça peut être la culture, la citoyenneté. Donc, chaque site a son axe, ses axes stratégiques. En plus, nous avons décidé de mettre en place des accompagnements, un accompagnement global autour de la personne pour faciliter son projet de vie, autour du logement, de l'accès à l'emploi et de l'accès aux droits communs, puisque les personnes bénéficiaires d'une protection sont dans le droit commun. Donc, un programme qui a pris du temps à se mettre en place est en train de se déployer sur l'ensemble du territoire national. Il commencera en 2022. Il s'appelle Agir. Et donc, c'est un programme très ambitieux qui vise à concerner par an 50 000 réfugiés, avec une enveloppe budgétaire en 2024 de 70 millions d'euros. Donc, un projet numérique s'est construit autour de ma délégation qui s'appelle réfugiés.info. Il est aujourd'hui disponible en application mobile sur smartphone. Donc, vous pourrez sur iPhone ou sur Android télécharger cette application qui est traduite en 6 langues et qui contient une information de type Wikipédia qui est à la fois très vie pratique, accès aux droits, et qui est géolocalisé à partir du territoire dans lequel se trouve la personne. Cette bonne information que je souhaite offrir aux personnes réfugiées, elle est aussi importante que leur place dans la société, que leur place dans le projet de la France. Donc, on a lancé avec le HCR et avec l'IFRI, qui est un organisme de recherche français très mobilisé sur les enjeux de société, un dispositif, un programme qui s'appelle l'Académie pour la participation des réfugiés, qui a eu un vrai succès en 2021 avec plus de
nous avons reçu plus de 240 candidatures et nous avons retenu 12 lauréats qui, pendant un an, se sont formés aux enjeux de la participation et ont été acteurs d'un programme et d'une journée nationale que j'organise tous les ans, là, qui s'est tenue le 30 novembre dernier, qui s'appelle l'Agora, et je leur ai donné un atelier à part entière, en leur donnant carte blanche pour organiser ce qu'ils souhaitent dans l'évaluation, la proposition de nouvelles actions. Et donc, on est dans ce renforcement de la place des réfugiés. On a aussi, j'ai oublié de le souligner, les confinements successifs de 2020 et la crise de Covid qui se poursuit a montré clairement la question de la fracture numérique et le besoin de développer des actions d'inclusion numérique. Donc, nous avons aussi lancé un appel à projet national doté de 500 000 € pour favoriser à la fois l'accès à l'Internet, la diffusion de supports aussi, de tablettes, de supports, de cartes SIM. Et donc, nous allons poursuivre en 2022 cette politique d'inclusion numérique. Autour des personnes se trouve aussi la société, des jeunes, des seniors qui ont des envies de concourir et de participer à l'intégration, aux politiques d'intégration. Donc, nous avons lancé un programme de service civique qui s'appelle Volontaire, qui a en 3 ans réussi à mobiliser 10 000 jeunes français et 1 000 jeunes réfugiés qui ont participé à des actions d'intérêt général en proximité, dans des médiathèques, des associations, des mairies et dans des services publics. Et c'est vraiment un très beau projet de mobilisation de la société civile et tout particulièrement de la jeunesse. L'Union européenne a mis beaucoup plus de moyens sur les politiques d'intégration à travers de fonds d'accueil d'intégration, le FAMI. Donc voilà, tous les éléments, je dirais, d'environnement du sujet sont plutôt favorables pour les personnes elles-mêmes, dans l'objectif de leur permettre de réaliser leur projet de vie en France, en évitant les déclassements pour les personnes qui arrivent et qui étaient très formées et qui avaient des situations très importantes ou de très grande qualité dans leur pays. À l'inverse, nous avons des gens qui n'étaient pas scolarisés, formés. Donc, c'est tout ce challenge qu'il nous faut réussir, d'essayer d'offrir de beaux parcours de vie, tout en faisant aussi comprendre à l'ensemble de la population que ces parcours ne sont pas au détriment d'actions pour les nationaux et les personnes vulnérables. Une tradition, le Canada a une très grande tradition d'accueillir plus que 12 000 réfugiés par année. Et, un défi important, c'est le logement, comme j'ai dit. Et c'est difficile, ça va être très difficile pour nous de garder les réfugiés dans les hôtels pour des longues périodes. Travail sur la stratégie triennale sur la réinstallation et les voies complémentaires, créée en effet par l'Assemblée générale des Nations unies en 2018 en approuvant le pacte mondial sur les réfugiés. L'un des fondements du pacte consiste à élargir l'accès des réfugiés aux solutions mises à disposition par les pays tiers. Le pacte a mandaté la création d'une stratégie triennale pour concrétiser les ambitions et augmenter de beaucoup les opportunités. Les réfugiés ne devraient pas être définis par leurs besoins comme victimes, ou pas seulement. Les réfugiés possèdent des atouts et des qualités remarquables et sont en mesure de dynamiser et de diversifier nos sociétés. La stratégie triennale propose une vision, élargissement de réseau, de recours aux solutions des pays tiers de façon à garantir d'ici fin 2028
à 3 millions de réfugiés. La vision est d'abord exprimée en 3 objectifs. Élargir l'accès à la réinstallation, élargir l'accès aux voies complémentaires d'admission et créer les conditions voulues en ouvrant en faveur des sociétés accueillantes et inclusives. Caroline, nous avons actuellement au Canada un projet en place, pas seulement pour les réfugiés, mais pour tous les nouveaux arrivants femmes, pour trouver qu'est-ce qu'ils ont besoin s'ils ont des compétences faibles, les compétences moyennes, ou ils sont haut qualifiés, mais peut-être ils ont besoin de perfectionner leur niveau de langue. Et quels sont les autres outils ou les autres appuis autour qu'on doit mettre autour de cette personne-là pour les donner la meilleure chance de succès? On va voir les résultats de ce projet bientôt, mais jusqu'à date, une partie du projet à Ottawa, 95% des participants, ils ont déjà reçu un emploi à temps plein à leur niveau. Et ces statistiques-là, cette évidence-là est très importante parce que ça va nous donner l'information qu'on a besoin pour s'assurer que pour chaque réfugié qui arrive au Canada, dépendant le niveau de langue et leur niveau de compétence, qu'est-ce qu'on a besoin d'avoir autour de eux pour s'assurer un grand succès. On ne les présente pas comme des femmes vulnérables. On les présente comme les travailleurs qui ont besoin de certains outils pour se réussir. Si les réfugiés peuvent avoir accès aux programmes d'emploi, d'éducation, etc., les gens dans leur communauté les rencontrent comme un travailleur, comme quelqu'un qui travaille avec eux, qui n'est pas simplement un réfugié. Pour moi, la chose la plus émouvante dans mes dernières 2 ans et demi dans cette position était d'écouter le témoin des réfugiés qui avaient les entrevues dans les camps de réfugiés au Kenya pour les positions au Canada et en Australie, où en entrevue, pour la première fois pendant des années, personne n'a demandé leurs besoins. Ils ont demandé leur expérience, leur talent, leur ambition. Leurs besoins n'étaient pas mentionnés. C'est vrai, les réfugiés ont des besoins particuliers, mais ils ne veulent pas être vus comme les personnes simplement avec les besoins. On dit souvent que une fois secure, le plus grand besoin d'un réfugié est comme le plus grand besoin de tout le monde de contribuer. Alors, ça donne cette possibilité.